Merci, bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette journée. Je vais revenir sur la macro-société ou la macroéconomie et essayer de vous résumer comment les Français ont vécu cette crise et aujourd'hui où ils en sont dans leur rapport, notamment à l'économie. D'abord, il faut rappeler que c'est une crise sans précédent pour les Français et que le terme de traumatisme n'est pas, je crois, excessif au sens réel, technique du terme. Un traumatisme, c'est quelque chose qui fait brutalement effraction dans la vie des gens et qui est porteur d'une menace de mort. C'est ce que nous avons eu pour les Français avec la Covid-19, mort des individus potentiellement eux-mêmes, mais également très vite perception d'une mort économique possible, d'un effondrement de l'économie, dans un monde qui était déjà perçu comme fondamentalement anxiogène. Tout ça pour dire que le premier driver des émotions des Français durant cette période et en introduction est tout simple, ça a été la peur. Et c'est la peur qui explique fondamentalement pourquoi nous avons eu une bonne observance de comportement, pourquoi, malgré des restrictions de liberté, les Français ont encaissé sans trop rechigner ces restrictions. On l'a vu à nouveau avec les opposants au pass sanitaire qui finalement sont assez peu nombreux et qui ont fait un peu de bruit, mais pas tant que cela. La société française a accepté tous ces éléments. Et ce driver de la peur a été évidemment accolé aussi au fait que le management de la crise par les pouvoirs publics et par les entreprises, j'y reviendrai, a été jugé comme satisfaisant. Et du coup, cette société a encaissé ce Covid-19 qui aurait pu fondamentalement la détruire. Le deuxième élément, et c'est le moment contemporain, c'est le moment actuel en termes aussi d'émotion, ce n'est plus la peur ou moins la peur, c'est la lassitude. Et c'est très important parce que les Français sont aujourd'hui dans une espèce d'aspiration à sortir de cette période qui les a épuisés. Quand vous posez ces questions sur les qualificatifs qui caractérisent le mieux leur état d'âme, c'est la fatigue ou la lassitude qui arrive en numéro 1. Ça veut dire que ce n'est plus du tout la colère. Et donc, en sortie de crise, qu'avons-nous de fondamentalement différent par rapport à ce que nous avions auparavant? 3 éléments, de mon point de vue, extrêmement symptomatiques. D'abord, et je le disais à l'instant, c'est un pays, j'en suis convaincu, qui est moins en colère, moins en tension qu'en 2018, et même quand vous remontez dans le temps sur les indicateurs, qu'en 2015 ou en 2016. C'est fondamental. L'autre grande secousse que nous avions eue dans ce pays, c'est évidemment les Gilets jaunes, qui succédaient, on l'a un peu oublié, aux bonnets rouges. Donc on avait une montée potentielle de la contestation, de la colère, qui s'exprimait aussi dans les urnes, souvenez-vous, 2017, avec un populisme qui ne cessait de pousser. Je crois qu'aujourd'hui, réellement, cette société française n'est pas ou est moins dans ce registre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas potentiellement reprendre éventuellement, mais en tous les cas, aujourd'hui, elle n'est pas dans la colère que nous avions il y a quelques années et avant l'entrée dans la pandémie. Pour quelques raisons assez évidentes. D'abord, la lassitude, dont je faisais écho il y a un instant. Le fait aussi que les Français sont avides de retrouver la vie d'avant, tout simplement de profiter de la vie, ce qui n'est pas la même chose que d'aller contester dans la rue et contester bruyamment. Également, évidemment, parce que les mécanismes de protection qui ont été mis en place par le gouvernement et par les entreprises ont bien fonctionné. Donc ce n'est pas propice non plus à la colère ou à la mobilisation par antagonisme. Ce n'est pas pour rien que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est à 40% de popularité, ce qui est plutôt un bon niveau par rapport à tous ses prédécesseurs. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a aussi augmenté beaucoup en termes de cote de popularité sa confiance auprès des Français. Et puis, last but not least, mais il faut l'avoir à l'esprit, s'il y a moins de colère, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de réforme. Et que depuis 18 mois, le pouvoir a congelé un certain nombre de réformes qui étaient en cours et qui, elles, clivaient la société française et suscitaient de la colère. Donc, premier élément aujourd'hui, un pays moins en tension. Quand je dis moins, ça veut bien dire je ne dis pas qu'il n'est pas en tension, mais moins en tension qu'auparavant. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Deuxième élément, des niveaux de confiance qui, en réalité, ont augmenté par rapport à ce que nous avions avant la pandémie, confiance à l'égard de toute une série d'acteurs. Et j'essaye de dire depuis plusieurs mois que, contrairement à la doxa ambiante qui insiste toujours sur la défiance des Français, qui est réelle, qui est importante, j'essaye malgré tout de dire, attention, ça c'était il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui nous avons plutôt une hausse de la confiance. Et vous pouvez le regarder sur quasiment tous les indicateurs, elle est factuellement mesurable et mesurée. À l'égard de l'ensemble du personnel politique, qu'il soit local ou national, vous avez des hausses de 8 à 10 points par rapport à avant l'entrée dans la pandémie. À l'égard des grandes entreprises, on était à 34-35% de confiance avant l'entrée dans la pandémie, on est aujourd'hui plutôt à 44%.
Donc on a des hausses de 12, 14 points de ce type. À l'égard des banques, qui ne sont pas très populaires dans notre pays, nous sommes aujourd'hui à 40% de confiance comme en 2020, mais c'est 10 points de plus que ce que nous avions en 2019, et c'est 4 points de plus quand vous prenez des séries longues par rapport à ce que nous avions auparavant, etc., etc. Donc la crise a permis tout simplement de réactiver des niveaux de confiance vis-à-vis de toute une série d'acteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 remparts de protection aux yeux des Français. Eh bien, les politiques et le gouvernement. Nos concitoyens ont tout simplement redécouvert l'intérêt d'avoir des gens qui prennent des décisions et qui les protègent. Et puis également les entreprises. Et ce n'était pas gagné. Les entreprises, aux yeux des collaborateurs, ont été au rendez-vous. Nous avons suivi à Ipsos, durant toute la période et encore maintenant à travers des enquêtes internes, ces indicateurs-là. En réalité, les collaborateurs ont considéré que les entreprises étaient au rendez-vous pour assurer la continuité des services, pour assurer une bonne communication interne et externe, pour protéger également les collaborateurs. Et les indicateurs d'engagement ou de fierté ont même progressé. Ils s'érodent un petit peu aujourd'hui, mais il n'y a eu aucun effondrement, au contraire. Donc, deuxième enseignement en sortie de crise, un pays qui non seulement est moins en colère, mais qui est un peu plus confiant vis-à-vis de toute une série d'interlocuteurs. Et puis, troisième élément, et qui n'est pas mince non plus, j'ai envie de dire un retour à des préoccupations relativement classiques. Une fois que vous avez enlevé le Covid-19 en termes de préoccupation de la tête des Français, ça a décru, c'est toujours important quand même, mais ça a fortement décru. Quelle est la hiérarchie des préoccupations aujourd'hui? En numéro 1, l'avenir du système social, tout ce qui relève de la santé et des retraites. En 2, la délinquance, puis l'environnement, puis le pouvoir d'achat, puis l'immigration. J'ai envie de dire rien que de très classique, enfin. C'est-à-dire que nous revenons à un mélange de préoccupations économiques, sociales et environnementales, et également sécuritaires ou identitaires. Alors, est-ce à dire qu'il ne se serait rien passé et qu'on efface ces 18 derniers mois et qu'on revient au monde d'avant? Non, pour là aussi 4 ou 5 raisons que je vais vous esquisser très rapidement. D'abord, sur cette idée d'un monde d'après qui serait différent, meilleur, etc. Il est vrai que les Français ont fantasmé à un moment donné sur ce concept. On l'a parfaitement mesuré. Assez vite, malgré tout, ils en sont revenus et ont considéré que le monde d'après ne serait soit pas différent du monde d'avant, soit pourrait même être pire que le monde d'avant. Là, vous renouez avec le pessimisme des Français, leur déclinisme, etc. Ce qui est important parce que, malgré tout, même s'il n'y a pas l'idée que le monde d'après va être meilleur, il y a une attente de transformation du modèle de croissance qui reste importante, et je vais y venir tout de suite. Donc il ne faudrait pas se dire, finalement, tout le monde est prêt à revenir à la situation d'avant. Il y a une aspiration, évidemment, à retrouver la vie d'avant. Ça ne signifie absolument pas qu'on voudrait que rien ne change. Donc la question de la transformation du modèle et des réformes, elle reste quand même extrêmement vive. Deuxième marqueur important dans ce qui s'est passé, la défiance à l'égard de la mondialisation. La mondialisation et le libéralisme dans notre pays n'ont jamais été extrêmement populaires, vous le savez, mais pour le coup, elle s'est accrue. Nous sommes aujourd'hui à des niveaux de 60% de Français qui considèrent que la mondialisation est une menace beaucoup plus qu'une opportunité, qu'il faut se protéger du monde extérieur davantage que s'ouvrir au monde extérieur. Donc ça, c'est un point important. La demande de souveraineté, d'indépendance de la France dans de nombreux domaines est beaucoup plus forte que ce que nous avions auparavant. Les Français ont bien remarqué et compris que nous étions dépendants et trop dépendants à leurs yeux d'un certain nombre de pays extérieurs. Et du coup, tout ce qui relève de l'indépendance, du local, des territoires, de la réindustrialisation du pays est quelque chose qui véritablement a progressé et qui sera, je crois, durablement la marque des années à venir. De ce point de vue, je voudrais mettre en garde aussi sur quelques désillusions à venir, parce qu'on ne sort pas, vous le savez bien, de la mondialisation aussi facilement que cela. La mondialisation, elle a eu des effets positifs, notamment sur le pouvoir d'achat des Français en abaissant les coûts de production. Et comme le pouvoir d'achat est quelque chose qui les préoccupe, je crains que dans les mois ou les années à venir, ce désir de relocalisation et de protection à l'égard de la mondialisation ne s'accompagne malgré tout de quelques désillusions sur les effets collatéraux que ça va engendrer. Troisième point, mais je l'ai déjà abordé, la demande de protection. Elle a toujours été très forte en France. Et les pouvoirs politiques qui sont arrivés en voulant transformer le pays ont souvent évolué en cédant ou en répondant à cette demande de protection. Elle est aujourd'hui à un niveau encore plus élevé que tout ce que nous avions connu. Donc demande de protection à l'égard des pouvoirs publics, demande de protection également à l'égard des entreprises.
L'expérience de vulnérabilité, c'est pour ça que j'ai rappelé le côté traumatique du Covid-19, bien évidemment est là et a généré cette demande très forte. Quatrième point, l'argent est devenu magique pour les Français, et ça, je crois que pour vous, c'est important à avoir à l'esprit. Quand je dis magique, ça veut dire incompréhensible. La magie, c'est quand vous jouissez des effets sans comprendre les causes. Eh bien, pendant des années, des décennies, on a expliqué aux Français qu'il fallait qu'ils fassent des efforts, qu'il y avait des déficits, qu'il fallait renoncer à un certain nombre d'acquis. Et là, ils ont vu, en la pression, mais des milliards se déverser. Autant vous dire que tout cela est totalement incompréhensible pour l'immense majorité de nos concitoyens et que cela pose, je crois, un problème redoutable à terme, qui est de les convaincre qu'il faut malgré tout continuer à faire un certain nombre d'efforts quand on a été capable, comme cela, brutalement, de déverser des milliards et des milliards dans l'économie. Du coup, vous avez une question autour de la dette qui partage fondamentalement les Français. Ils ne savent plus très bien si c'est un vrai ou un faux problème, s'il faut s'en inquiéter ou pas, s'il faudra la rembourser, plutôt oui, disent les Français, mais avec quelle échéance et comment, là aussi, vous avez une énorme interrogation. Et puis, comme la question du pouvoir d'achat et des salaires, vous l'avez bien remarqué, est en train de revenir dans le débat public, évidemment qu'elle est aussi poussée, cette question, par le fait qu'on a déversé des milliards et que donc pour les Français, finalement, il est relativement aisé d'alimenter la machine économique et de l'alimenter financièrement. Donc pourquoi pas aussi en termes de pouvoir d'achat individuel. Cinquième et avant-dernier point, dans ce qui a durablement évolué, qui fait que le monde d'aujourd'hui ne sera pas le même que celui d'avant la Covid, le rapport au travail et au télétravail, bien évidemment. Alors on pourrait en parler pendant longtemps, je vais le faire simplement en 45 secondes, mais les Français ont redécouvert ou ont découvert à cette occasion le télétravail pour une partie d'entre eux. Le bilan qu'ils en font est massivement positif. Les chefs d'entreprise sont beaucoup plus réticents, beaucoup plus inquiets, mais les salariés qui ont télétravaillé en tirent un bilan positif à 80%. Ça ne veut pas dire que tout est merveilleux, évidemment, dans le télétravail, et eux-mêmes peuvent souligner des éléments négatifs, mais cela veut dire que leur aspiration, c'est à ce que l'on revoie les conditions de travail. C'est un défi formidable pour l'ensemble des entreprises, et qu'on aille dans un sens de 1 à 2 jours, c'est plutôt 2 jours pour les collaborateurs, de possibilités de télétravail par semaine. Et derrière le télétravail, ce n'est pas simplement le fait de travailler à distance, c'est une expérience d'empowerment qui a été faite, de plus grande autonomie, de capacité à ne pas être dans un certain nombre de management très verticaux et dont ils ont découvert qu'ils pouvaient parfois être tout à fait inutiles, voire contre-performants. Donc c'est une révolution silencieuse qui s'est jouée, et je crois que le plus grand tort, ce serait de vouloir l'effacer et revenir à la situation d'avant. Et puis dernier point, mais on en a parlé à l'instant, c'est en parallèle de cette crise et de cette pandémie, l'urgence climatique qui n'a cessé de progresser. Vous avez vu que l'environnement est revenu dans le top 3 des préoccupations des Français. Il était même, il y a 2 ans, en 2e position, voire en 1re position. C'est toujours la question centrale, et pas depuis le rapport du GIEC, mais c'est quelque chose qui ne cesse évidemment de monter, avec 2 enjeux. Une tension entre cette prise de conscience de la réalité de l'urgence climatique et les possibilités données aux individus. Là aussi, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a une conscience plus aiguisée de l'enjeu environnemental et climatique que les Français sont prêts ou peuvent renoncer à certains modes de vie ou au pouvoir d'achat. Attention aux modes ou à la popularité de certains thèmes, mais qui ne se traduisent pas dans les comportements. Et puis le deuxième élément sur ce sujet-là, ce n'est plus la prise de conscience, c'est comment. Le comment fait-on ? Comment donnons-nous la possibilité aux individus d'améliorer leur comportement pour atténuer les effets de l'urgence climatique. Et donc, en conclusion, sur ces 18 mois de pandémie, est-ce que le monde de demain pour les Français sera meilleur ? Ils ne le savent pas et je ne le sais pas. Est-ce qu'il doit être différent ? Incontestablement, oui. Merci.